Dans les profondeurs silencieuses du vieux cimetière de Montreuil-sur-Loire, dissimulé derrière un mur de pierre couvert de lierre et oublié même des registres municipaux, reposent des tombes que personne n'ose mentionner à voix haute. 9 caveaux scellés au milieu du XIXe siècle, chacun portant le nom d'un notable local, magistrat, négociant et propriétaire terrien, tous morts entre 1848 et 1852 dans des circonstances officiellement attribuées à des attaques soudaines, des paralysies mystérieuses ou des fièvres foudroyantes, mais dont la réalité, révélée 60 ans plus tard lors de travaux d'agrandissement du cimetière, glaça le sang de ceux qui eurent le malheur de voir ce que l'administration préféra taire. À l'intérieur des cercueils, les planches du couvercle portaient des traces de griffures désespérées, les ongles brisés, incrustés dans le bois, et les corps, figés dans des positions de lutte, montraient qu'ils avaient été enterrés vivants, condamnés à étouffer dans l'obscurité la plus totale, et près de la plus ancienne chapelle du site, les fossoyeurs mirent au jour un journal de cuir, protégé par la terre humide et intact malgré les décennies, rédigé d'une écriture ferme et régulière, signé du nom d'Éloi Caradec, ancien domestique breton formé aux plantes médicinales, qui raconta sur plus de 200 pages 4 années d'une vengeance méthodique, commencée le jour où il vit son épouse et ses 2 enfants brûlés dans l'incendie volontaire d'une maison ouvrière et achevée par l'ensevelissement de 9 hommes, piliers d'une société qui se croyait intouchable, dans une lente agonie consciente. Et ce manuscrit, que les autorités locales ordonnèrent immédiatement de classer comme document sensible, ne réapparut qu'au début des années 1920, lorsque des érudits curieux ont transcrivirent les passages les plus troublants, découvrant l'itinéraire qui mena un guérisseur respecté à devenir l'un des plus terrifiants justiciers clandestins de l'ouest de la France. Tout commença un soir de mars 1848, au moment où Angers fêtait la proclamation de la Deuxième République avec des bals populaires, des drapeaux tricolores suspendus au balcon et une foule ivre d'espoir qui se pressait sur la place du ralliement. Mais tandis que la ville chantait, dans un faubourg ouvrier en bordure de la Maine, un petit logement de fortune fut pris d'assaut par des membres de la milice privée d'un négociant en toile, homme influent qui craignait les grèves et les revendications et qui décida de faire un exemple, ordonnant que l'on mette le feu à la baraque des lois, connue pour défendre les journaliers et pour soigner gratuitement les blessés de manifestations. L'incendie se propagea si vite que sa femme Aline et leurs enfants, Maud 8 ans et Julien 6 ans, n'eurent aucune chance, et lui, retenu à distance par des hommes armés de gourdins, dut assister impuissant à leurs cris jusqu'à ce que les flammes les engloutissent. Et ce soir-là, écrit-il dans son premier paragraphe, il sentit mourir en lui le guérisseur et naître le patient vengeur, non pas fou de rage immédiate, mais glacé d'une détermination lente, presque scientifique. Il jura qu'il ne brandirait pas un couteau ni une arme grossière, qu'il n'irait pas hurler sur les places, mais qu'il ferait goûter à chacun des responsables une peur plus absolue que la mort elle-même, l'étouffement conscient dans un cercueil étroit. Et les mois suivants, sous l'apparence du domestique discret au service d'un médecin réputé d'Angers, le docteur Honoré Valmy, spécialiste des fièvres, Éloi observa, nota, classa, apprit dans la bibliothèque du maître les subtilités de la pharmacopée moderne, mêlant ce savoir aux traditions d'herboristerie léguées par sa grand-mère de Ploie, guérisseuse de campagne, et son double visage se perfectionna. Aux yeux du monde, il restait l'assistant appliqué qui préparait les décoctions, relevait les symptômes et inspirait confiance par sa douceur. Mais dans son carnet secret, il dressait des fiches précises sur ceux qui avaient ordonné ou couvert le massacre, négociants, juges, notaires, tous liés par intérêt au maintien d'un ordre social impitoyable. Et plus il avançait, plus son écriture s'emplissait d'une froide patience, détaillant les propriétés des alcaloïdes, les dosages exacts capables de plonger un corps dans une paralysie complète tout en laissant l'esprit intact, et lorsqu'à l'hiver 1849, il identifia dans un ouvrage de botanique un extrait rare, dérivé d'une liane venue des colonies et cultivée par un collectionneur angevin qui produisait une catalepsie si parfaite que le médecin le plus attentif l'aurait prise pour un décès cardiaque, Éloi sut que son instrument de justice était trouvé. Il passa des semaines à tester des quantités sur des animaux, à ajuster l'extrait jusqu'à obtenir l'effet voulu. Puis il sélectionna sa première cible, un magistrat nommé Clément de Bellerive, homme sévère qui avait refusé toute enquête sur l'incendie de 1848 et qui fréquentait régulièrement le cabinet du docteur Valmy pour soigner des migraines chroniques. Et c'est dans la salle de consultation de la rue Saint-Aubin, par un après-midi de décembre, qu'Éloi franchit la frontière invisible.
Il ajouta à la tisane calmante du juge 3 gouttes de son élixir, resta assis en face de lui en lui parlant d'un ton égal, tandis que les paupières s'alourdissaient, que la voix s'éteignait, que les mains retombaient comme mortes, et avant que le docteur n'entende pour constater l'évidente crise fatale, Éloi se pencha et lui murmura son nom, celui de ses enfants morts et la sentence qui allait suivre. Et dans ses notes du soir, il écrivit 1 sur 9. Le lendemain, Angers entier parla de la disparition soudaine de Bellerive, attribuée à une attaque. Nul ne douta, nul ne chercha plus loin, et dans le cimetière de Montreuil, le cercueil fut fermé, porté, enterré, tandis qu'en dedans, le juge reprenait lentement conscience, découvrant l'horreur d'un corps figé qui entend tout, sent tout, mais ne peut ni crier ni frapper. Et c'est dans cet intervalle que naquit la légende obscure d'Éloi Karadec, l'homme qui transforma la science du soin en mécanique d'épouvante et qui n'allait pas s'arrêter tant que les 9 responsables n'auraient pas goûté la même terreur. Au printemps de 1850, Angers baignait dans une atmosphère d'orgueil tranquille. Les notables, assis sur leurs terrasses, parlaient de progrès, de chemin de fer et de prospérité. Mais derrière les façades bourgeoises, les rumeurs d'inquiétude circulaient. Car depuis la mort soudaine du juge de Bellerive, 2 autres figures respectées avaient succombé à des crises inattendues. Des décès jugés naturels, mais dont la fréquence troublait les plus attentifs. Et si le docteur Valmy répétait qu'il s'agissait de coïncidences malheureuses, Éloi Karadec savait, lui, qu'il avançait méthodiquement dans son œuvre. Il observait, notait et attendait que la patience lui livre des opportunités. Sa deuxième cible fut un marchand de chanvre, Barthélemy Doucet, qui s'était enrichi en sous-payant les ouvriers du faubourg de la Doutre et qui avait participé, d'après le journal des lois, à la décision de faire incendier son logement. Doucet était un homme corpulent, toujours vêtu de vestes sombres tachées de tabac, qui consultait Valmy pour ses crises de goutte, un mal qu'il attribuait à ses banquets interminables. Et c'est lors d'une de ces visites qu'Éloi choisit de frapper. Il glissa dans la potion habituelle une dose infime de son extrait paralysant, assez pour provoquer une lente rigidité, laissant le négociant s'enfoncer dans une torpeur qu'il prit pour une fatigue digestive. Et lorsque la crise le saisit, Valmy conclut sans hésiter à un arrêt cardiaque brutal. Doucet fut enterré 2 jours plus tard dans un cercueil richement décoré, et nul ne se douta que, sous le bois verni, l'homme suffoquait dans l'effroi, incapable d'appeler au secours, vivant son dernier supplice en silence. Éloi, dissimulé parmi les domestiques qui assistaient aux obsèques, observait la terre recouvrir le cercueil et notait intérieurement que la justice progressait. 2 sur 9, écrivit-il ce soir-là. Mais le destin lui imposa bientôt une vigilance accrue, car un jeune journaliste du Courrier de l'Ouest, prénommé Armand Givry, commença à rédiger des chroniques sur ce qu'il appelait l'épidémie des notables, soulignant que 3 décès rapprochés, tous parmi l'élite locale, pouvaient cacher autre chose qu'une simple fatalité. Éloi sentit que le temps lui était compté, que sa lente stratégie devait s'accélérer, et il resserra son cercle de confiance, ne parlant qu'à son journal de cuir, car même Valmy, son maître, commençait à remarquer la fréquence de ces disparitions. Pourtant, rien ne semblait lier directement le domestique modeste aux morts prestigieuses. C'est ce qui lui permit de continuer. Et sa 3e cible fut le capitaine François Beauchamp, armateur angevin, propriétaire de navires qui transportaient des cargaisons de toile et de vin vers Bordeaux, mais aussi des recrues pressées de force pour les colonies. Beauchamp avait assisté au banquet du 24 février 1848, où furent décidées les représailles contre les ouvriers contestataires. Il avait ri en évoquant l'incendie futur comme d'un grand nettoyage. Éloi avait gravé dans sa mémoire son rire gras et le mépris de ses mots. Il décida que ce serait le prochain. Or, le capitaine ne consultait guère Valmy. Il se portait d'une santé robuste, habitué au voyage. Il fallait donc créer une occasion. Et ce fut par le biais d'une réception mondaine, en mai 1850, au manoir Beauchamp, que l'opportunité se présenta. La domesticité d'Angers était souvent permutée lors des banquets, et Éloi, grâce à ses contacts parmi les serviteurs, se fit admettre comme aide en cuisine. Silencieux, invisible, glissant parmi les plats, observant les verres et les bouteilles, il savait qu'il devait agir sans témoin. Et lorsque vint le moment du dessert, un flamboyant baba au rhum préparé dans de larges assiettes d'argenterie, il choisit la part réservée au maître des lieux, y versa 2 gouttes précises de sa préparation, puis disparut parmi les autres domestiques. Quelques minutes plus tard, Beauchamp porta la main à sa gorge, croyant à une indigestion ou à l'alcool. Il tenta de se lever, tituba, puis s'effondra sous les rires qui se muèrent en cris.
Les convives crurent à une crise foudroyante. Un médecin improvisé sur place parla d'apoplexie. Le corps fut allongé sur un sofa et Éloi, tapis dans l'ombre, observait les yeux du capitaine qui roulaient, cherchant à exprimer l'horreur. Mais déjà la paralysie était totale. Dans son carnet, ce soir-là, il nota 3 sur 9. La mère ne le sauvera plus. Mais ce succès attira des soupçons plus précis, car Armand Givry, le journaliste, se trouvait parmi les invités. Invité pour curiosité professionnelle, et il remarqua l'étrangeté de la rigidité du corps. Il prit des notes, s'entretint avec des médecins. Il parla de mort trop propre, sans convulsion, sans sueur, comme si les âmes s'éteignaient d'un coup, mais les chairs restaient trop nettes. Et déjà il entrevoyait une main cachée. Éloi, lisant ses articles le lendemain, sut que la presse pourrait précipiter sa chute. Il devait varier ses méthodes pour brouiller les pistes. Ainsi, sa 4e cible, choisie parmi les complices de l'incendie, fut un notaire austère, maître Desfossés, qui tenait les actes de propriété des grands négociants, un homme sec, religieux, dont l'avarice était proverbiale. Il venait souvent chez Valmy pour des sanguets destinés à calmer ses migraines. Ce jour-là, Éloi remplaça l'eau par une infusion toxique et l'homme, croyant à une faiblesse due à la perte de sang, s'éteignit sous les yeux du médecin qui conclut à une syncope. 4 sur 9, griffonna Éloi. Mais déjà Givry notait que les enterrements se suivaient dans le même cimetière de Montreuil, alignant les tombes de ceux qui, 4 ans auparavant, avaient trinqué ensemble lors de la répression. Et le jeune journaliste se promit d'enquêter jusqu'au bout, ignorant qu'il se rapprochait dangereusement de la vérité. Tandis qu'Éloi, partagé entre la satisfaction glacée de voir son plan progresser et l'angoisse croissante d'être découvert, continuait à avancer, persuadé que la terreur infligée dans le noir d'un cercueil valait plus que toutes les plaidoiries. L'été 1850 s'annonça lourd et orageux, et avec lui les tensions dans la ville d'Angers atteignirent un point que même les autorités peinaient à masquer. Car déjà 4 figures illustres avaient disparu dans des conditions jugées foudroyantes, mais que les conversations dans les cafés et sur les marchés qualifiaient de châtiment du ciel, une rumeur qui effrayait les familles bourgeoises et réjouissait en secret les ouvriers du faubourg, lesquels voyaient là la main invisible d'une justice que les tribunaux leur refusaient, et au cœur de ce tumulte, Éloi Carabec poursuivait son œuvre, implacable, révisant chaque soir ses notes, ses dosages, ses cibles, tandis que le nom du jeune journaliste Armand Givry circulait de plus en plus. Ses chroniques incisives attirant l'attention des lecteurs comme des autorités, il parlait d'une épidémie sélective qui frappait uniquement ceux qui avaient été liés à la répression de 1848, et bien qu'il n'osât pas encore l'écrire ouvertement, son intuition le rapprochait dangereusement de l'idée d'une vengeance orchestrée. Éloi, lisant ces lignes, se sentit épié, mais loin de ralentir, il décida d'accélérer, car la patience, si utile jusque-là, risquait de tourner contre lui. Sa 5e cible fut un officier de gendarmerie à la retraite, le capitaine Mourin, dont le rôle avait été crucial lors de la nuit fatale, car c'est lui qui avait ordonné que nul n'approche de la maison en flammes, empêchant Éloi de secourir sa femme et ses enfants. Cet homme, désormais vieilli et perclus de rhumatisme, venait chercher des onguents auprès du docteur Valmy, et c'est un soir de juillet que le destin le cueillit. Assis sur une chaise de bois, acceptant une pommade préparée par les mains expertes d'Éloi, qui avait mêlé son élixir invisible, l'ancien capitaine sentit ses jambes se raidir, sa bouche s'alourdir. Il tenta de prononcer quelques mots, mais l'air manquait, et déjà le domestique lui soufflait doucement au creux de l'oreille « Tu m'as retenu, moi, et j'ai perdu les miens. Aujourd'hui c'est toi qu'on retiendra dans l'étau de la terre. » Et lorsque Valmy entra, il ne trouva qu'un vieillard foudroyé, victime d'une crise fatale. 5 sur 9, nota Éloi. Mais ce soir-là, pour la première fois, il sentit une angoisse trouble, non pas du remords, mais du pressentiment d'être observé, car il aperçut dans la rue, non loin de la maison du docteur, la silhouette mince de Givry, carnet en main, qui interrogeait les passants, s'arrêtait devant les murs, comme pour flairer une piste. Le 6e nom de la liste était celui d'Henri Brissac, conseiller municipal et propriétaire d'entrepôt, homme élégant et hautain, qui avait contribué à couvrir les violences de 1848 en usant de son influence politique. Brissac était sujet à des douleurs rénales, il consultait Valmy de manière irrégulière, mais Éloi ne pouvait attendre. Aussi profita-t-il d'une réception à l'hôtel de ville, où l'édile, fidèle à son habitude, se servit généreusement de vin chaud parfumé aux épices. L'assistant discret, envoyé en renfort par la domesticité municipale, glissa à ce breuvage quelques gouttes de la préparation, et moins d'une heure plus tard, Brissac s'écroula sous les yeux d'une assemblée incrédule. Un médecin improvisa un diagnostic de rupture d'anévrisme, mais Éloi, tapis derrière un rideau, vit ses yeux rouler dans une panique muette et sut qu'il avait accompli une nouvelle étape.
6 sur 9, traça-t-il à encre brune dans son carnet. Pourtant, à mesure que la liste se vidait, la vigilance des survivants grandissait, et déjà certains notables évitaient les réceptions, consultaient des médecins parisiens ou faisaient appel à des prêtres pour des bénédictions. Cette atmosphère de peur confirmait à Éloi que sa mission portait, mais attira aussi l'œil plus officiel d'un commissaire de police, nommé Lambert, homme méthodique, qui reçut mission de calmer les rumeurs. Il lut les articles de Givry, se rendit dans les maisons endeuillées, questionna les domestiques, et dans ses notes, il écrivit une hypothèse troublante. Les morts se ressemblent, toutes frappées d'une raideur étrange, aucune ne présente de convulsion, et l'absence de signes classiques d'apoplexie interrogée. Mais sans preuve tangible, il ne pouvait accuser personne. Éloi, de son côté, continua, convaincu qu'il devait achever son cycle coûte que coûte. Sa 7e cible fut plus difficile, un prêtre, l'abbé Courreau, qui avait justifié en chair la répression des ouvriers en l'appelant un châtiment divin, et qui avait dissuadé les fidèles d'apporter secours aux victimes. Cet homme, protégé par l'aura religieuse, semblait intouchable, mais il souffrait de douleurs gastriques, et Valmy, bien que laïque convaincu, acceptait de le recevoir à contre-cœur. Éloi vit dans cette routine une ouverture, et lors d'une consultation d'octobre, il glissa dans une potion digestive la dose infime. L'abbé, en proie à une sensation étrange, se crut d'abord saisi par la main de Dieu avant de s'effondrer dans une torpeur inexorable. 7 sur 9, écrivit Éloi, mais il savait que le temps pressait, car Givry publiait à présent des chroniques ouvertes, parlant de morts enterrés trop vite, de corps sans sueur ni fièvre, et osait mentionner Montreuil-sur-Molay comme un cimetière suspect, où les tombes nouvelles s'alignaient comme un code secret. Certains lecteurs raillaient son obsession, mais d'autres commençaient à murmurer que peut-être il y avait là une vérité. Le docteur Valmy lui-même, troublé, relisait ses registres, comptait le nombre croissant de clients disparus, et bien qu'il ne soupçonnait pas encore son propre assistant, une inquiétude sourde l'envahissait. Éloi, écrivant dans son journal, reconnaissait que les filets se resserraient, mais affirmait que la fin justifiait le risque. 2 noms restaient sur la liste, 2 silhouettes hantées par son souvenir de flamme, et rien ne l'arrêterait avant que leur tour ne vienne. L'hiver 1850-1851 enveloppa Angers d'une brume froide, et derrière les volets clos, on parlait encore des morts en cascade qui frappaient les notables, 7 déjà, tous liés de près ou de loin à l'incendie de 1848. Et si la bourgeoisie se barricadait dans ses hôtels particuliers, en multipliant les messes, les bénédictions et les consultations de médecins parisiens, le peuple chuchotait qu'une justice clandestine se frayait un chemin dans les entrailles de la ville, une justice plus implacable que celle des tribunaux. Et au centre de cette tempête invisible, Éloi Karadec notait d'une main ferme dans son journal de cuir « 2 restants », car il savait que sa liste n'était pas terminée. Il lui manquait encore les 2 figures les plus puissantes du complot, le banquier Joachim Rouvray et le préfet Artus de Saint-Clair. L'un pour avoir financé les milices privées qui mirent le feu aux logements ouvriers, l'autre pour avoir couvert l'opération en faisant étouffer toute enquête. Ces 2 hommes vivaient protégés, entourés de gardes, se déplaçant rarement sans escorte, et Éloi dut faire preuve d'une imagination redoublée. Il savait qu'il ne pouvait plus se contenter de simples consultations médicales ou de banquets, car la vigilance était extrême. Et en parallèle, le commissaire Lambert resserrait ses filets, interrogeant les domestiques, recoupant les horaires, comparant les décès. Il soupçonnait désormais une main humaine, mais se heurtait à l'absence totale de preuves, tandis qu'Armand Givry, le journaliste, publiait des chroniques de plus en plus audacieuses, affirmant que les cercueils de Montreuil pourraient receler des vérités effroyables, qu'il fallait exhumation et analyse. Mais la mairie refusait catégoriquement, invoquant la piété due aux morts. Et plus le silence officiel s'épaississait, plus les lecteurs sentaient qu'il dissimulait quelque chose. Éloi, dans l'ombre, préparait son chef-d'œuvre. Il avait découvert qu'Artus de Saint-Clair recevait régulièrement dans ses bureaux un cercle restreint d'hommes influents, parmi lesquels figurait justement le banquier Rouvray, tous réunis pour des affaires confidentielles de financement et de politique. Il comprit que c'était l'occasion rêvée, les 2 cibles dans une même pièce, sous une même lampe. Et il conçut un plan audacieux, utiliser le système d'éclairage au gaz du palais préfectoral, un réseau récent que peu comprenaient vraiment. Il passa plusieurs nuits à observer, à s'introduire dans les caves grâce à la complicité involontaire d'un veilleur ivre qui l'amadouait avec de simples herbes calmantes. Et dans ces couloirs sombres, il apprit à manipuler les conduites, à y introduire une vapeur subtile contenant l'essence paralysante qu'il avait perfectionnée. Et le soir du 12 février 1851, il attendit, tapi dans une ruelle glaciale, que la réunion commence. Il vit les fiacres déposer les silhouettes emmitouflées. Il compta Rouvray, il compta Saint-Clair. Il sourit de ce sourire dur qui ne laissait pas place à la joie. Puis il se glissa dans la cave et libéra sa préparation dans le courant de gaz,
remonta silencieux vers l'extérieur et attendit. Les fenêtres du palais s'illuminèrent d'une clarté douce, et au bout d'une demi-heure, les bruits cessèrent. Il entra par une porte dérobée, carnet serré contre lui. Et dans la salle de conférence, il trouva 8 hommes figés autour d'une table, leurs yeux seuls roulant d'horreur, prisonniers de leur corps raide. Et il s'approcha de Sainclair. « Tu as signé la condamnation de ma famille. » Puis de Rouvray. « Tu as payé le brasier. » Et à chacun il annonça le destin qui les attendait, l'ensevelissement conscient dans le sol de Montreuil. Et il nota mentalement que la boucle se refermait. Mais son triomphe se heurta soudain d'un bruit de pas précipité, car Armand Givry, le journaliste qui suivait les allées et venues des notables depuis des semaines, avait décidé ce soir-là de pénétrer discrètement dans le palais, pressentant une vérité cachée. Et c'est lui qui ouvrit la porte de la salle au moment exact où Éloi contemplait ses victimes, les yeux exorbités comme des miroirs de terreur. Le jeune journaliste resta figé, son carnet à la main. Il comprit aussitôt. Ses hypothèses prenaient cher devant lui. « C'est donc vrai? Vous les tuez ?» Et Éloi, loin de nier, répondit avec un calme glacial. « Non, je ne les tue pas. Je leur offre la vérité de ce qu'ils m'ont fait vivre. » Et leurs regards se croisèrent, l'un brûlant de conviction journalistique, l'autre consumé par la vengeance méthodique. Ce fut un instant suspendu où 2 quêtes de justice se rencontrèrent sans se confondre. Puis des voix résonnèrent dans le couloir, car Lambert et ses agents, alertés par des indices concordants, arrivaient à leur tour. Éloi comprit que l'étau se refermait. Il aurait pu fuir par les caves. Givry lui-même, troublé, lui souffla une échappatoire. Mais le domestique vengeur refusa. Il voulait que son histoire se sache, que son journal serve de témoin. Il laissa les gendarmes l'arrêter, tenant toujours son carnet de cuir comme une relique. Et dans ses yeux, il n'y avait ni panique, ni supplication. Seulement la certitude glacée d'avoir accompli ce qu'il avait promis au milieu des flammes. 9 sur 9. La justice des cercueils était complète, mais la véritable bataille commençait. Car désormais, il faudrait affronter le regard d'une ville entière et d'un tribunal prêt à le juger. Et peut-être, travers les mots de Givry, celui d'une France qui découvrirait l'existence d'un justicier né du feu et de la science détournée. Le procès d'Éloi Karadec, ouvert en mai 1851 dans la grande salle du palais de justice d'Angers, attira une foule jamais vue dans la ville. Des curieux venus des campagnes, des journalistes de Paris et même des étrangers, tous avides de contempler celui qu'on appelait désormais le fossoyeur des notables. Et le tumulte était tel qu'il fallut doubler les cordons de gendarmes pour contenir la masse. À l'intérieur, la scène avait l'allure d'un théâtre tragique. Sur l'estrade, le président du tribunal, grave et solennel, face à lui le ministère public, décidé à obtenir une condamnation exemplaire. Et entre eux, assis dans le box des accusés, Éloi, vêtu d'une simple chemise de lin, les poignets entravés mais la tête haute, tenant parfois dans ses mains son carnet de cuir qu'on lui avait rendu comme pièce à conviction, et dont chaque page semblait vibrer comme un témoin muet. Le procureur, maître Vernière, parla longuement, décrivant un monstre froid qui avait assassiné 9 piliers de la société angevine par des moyens diaboliques. Il insista sur la préméditation, sur la cruauté d'avoir laissé ses victimes conscientes dans leur cercueil, et conclut que l'accusé devait être pendu pour que la peur cesse de régner. Mais l'avocat commis d'office, un certain maître Rochefort, adopta une stratégie inattendue. Au lieu de nier, il mit en lumière le contexte. Il parlait de 1848, des grèves, de l'incendie. Il rappelait que la femme et les enfants d'Éloi avaient péri dans les flammes par décision des mêmes hommes aujourd'hui honorés. Et il osa prononcer ces mots. « Ce n'est pas un assassin, c'est un survivant, un homme à qui la justice a été refusée et qui a cherché à la fabriquer avec les moyens du savoir. » La salle frémit, partagée entre horreur et fascination, et le point culminant du procès fut l'ouverture du carnet, lu à haute voix par le greffier. Chaque entrée retraçant méthodiquement la préparation, le choix des cibles, les dialogues murmurés aux mourants, et dans le silence pesant, ces phrases prenaient l'allure d'une confession, mais aussi d'une démonstration. Certains spectateurs pleuraient, d'autres serraient les poings, et Armand Givry, assis parmi la presse, noircissait ses pages, conscient qu'il assistait à un moment qui dépasserait le simple fait divers, car c'était toute la question de la légitimité de l'ordre social qui se jouait. Lambert, le commissaire, témoigna lui aussi, racontant ses soupçons, ses observations des cadavres. Il admit n'avoir jamais trouvé de preuves matérielles de poison, mais confirma que le récit d'Éloi correspondait aux signes observés. Et Valmy, le médecin, monta à la barre, bouleversé, confessant qu'il n'avait jamais soupçonné son propre assistant, louant ses compétences et s'effondrant lorsqu'il comprit que ses connaissances avaient servi à créer la terreur.
Et lorsque ce fut au tour d'Éloi de prendre la parole, il le fit avec une sérénité glaçante. « J'ai soigné des pauvres toute ma vie. J'ai voulu soulager la douleur. Mais quand on m'a pris ce que j'avais de plus cher en appelant cela ordre public, j'ai décidé d'utiliser ce savoir pour que ceux qui riaient en me condamnant goûtent eux aussi à l'étouffement et à l'impuissance. » Ces mots, notés par tous les journalistes, se répandirent dans les gazettes de province, puis jusque dans les journaux parisiens, déclenchant un débat national sur la violence sociale et la vengeance. La salle explosa quand le président l'interrogea « Avez-vous des regrets ?» et qu'il répondit calmement « Seulement de n'avoir pas pu entendre leurs cris une fois sous la terre. » Certains crièrent au démon, d'autres au héros, mais le verdict, après 3 jours d'audience, tomba avec une rapidité glaçante. La culpabilité fut reconnue sur toute la ligne et la peine de mort prononcée, l'exécution fixée à l'automne. Et tandis que la foule acclamait ou houait, Éloi se contentait de sourire faiblement, écrivant dans son carnet « Ma mort ne sera qu'un épilogue, le vrai récit est déjà gravé. » Pourtant, l'affaire ne s'arrêta pas au mur du tribunal, car les articles d'Armand Givry, publiés en série dans le Courrier de l'Ouest, firent sensation, traduits et repris à Paris, à Lyon, à Nantes et même à Bruxelles. Et partout on débattait. Était-ce un criminel ou un justicier? Les uns le présentaient comme un fou, les autres comme le révélateur d'une hypocrisie sociale. Le gouvernement, inquiet des échos, fit pression pour que les débats cessent, mais la graine était semée. Et dans les quartiers ouvriers, on murmurait son nom avec un respect mêlé de crainte. Certains comparaient ses actes à une révolte silencieuse. Et déjà la légende commençait à se détacher de l'homme réel. Cependant, dans la cellule de la prison d'Angers, Éloi écrivait ses dernières pages, préparant un discours qu'il souhaitait prononcer avant la potence, non pas pour supplier mais pour laisser une trace irrévocable. Et à mesure que l'automne approchait, la ville se préparait à l'exécution publique comme à un spectacle funèbre. Des familles entières prévoyaient de venir, des colporteurs imprimaient déjà des canards sanglants avec son portrait, et Givry, dans l'ombre, se jurait de conserver le journal intact, persuadé que les générations futures devaient connaître l'histoire du guérisseur devenu fossoyeur. Le matin du 17 octobre 1851, la place du Ralliement à Angers se transforma en un théâtre macabre, car l'annonce de l'exécution d'Éloi Karadec avait attiré une foule évaluée à plus de 2000 personnes, serrées les unes contre les autres malgré le froid automnal. Certains venus par curiosité morbide, d'autres par haine, d'autres encore par une étrange fascination, et l'on vendait des images gravées du condamné comme on aurait vendu des portraits d'acteurs. Tandis que les cloches sonnaient lentement, la potence avait été dressée au centre, entourée de gendarmes et de prêtres. Et dans la prison voisine, Éloi écrivit sa dernière phrase dans le carnet « 9 sur 9 et moi le 10e, qu'il n'oublie pas que la terre garde mémoire. » Puis il demanda qu'on laisse Armand Givry conserver ce manuscrit, souhait que le journaliste nota précieusement, bien décidé à l'honorer. Quand il sortit de sa cellule escorté par 2 gardes, Éloi marcha d'un pas ferme, sans trembler, fixant droit devant lui, et ses yeux rencontrèrent ceux de la foule. Certains le huèrent, d'autres crièrent son nom, et il se dressa sur l'échafaud, refusa la cagoule, et prononça d'une voix claire « J'ai soigné, j'ai guéri, on m'a pris ma famille par le feu et le silence. J'ai rendu le silence à ceux qui riaient. Je ne demande ni pardon ni pitié. Seulement qu'on se souvienne que même les plus humbles portent en eux une limite au-delà de laquelle ils deviennent juges et fossoyeurs. » Puis la trappe s'ouvrit, son corps tomba, la corde claqua, et un grand silence s'abattit sur la place, rompu seulement par le cri d'une femme qui s'évanouit. L'exécution dura quelques minutes. Le médecin déclara la mort. Le corps fut enterré dans une fosse anonyme, hors des murs de la ville, selon la loi qui interdisait aux criminels d'accéder au cimetière consacré. Mais l'histoire ne s'acheva pas là, car Givry, fidèle à sa promesse, garda le carnet, le copia en partie dans ses propres cahiers, et plusieurs années plus tard, vieillissant, il décida de cacher l'original sous une dalle du cimetière de Montreuil-sur-Loire, près des tombes alignées des 9 notables, écrivant dans ses mémoires qu'il ne pouvait ni le détruire ni l'exposer entièrement, de peur qu'il inspire d'autres vengeances, mais qu'il fallait qu'un jour quelqu'un, en d'autres temps, découvre la vérité. Et de fait, en 1919, l'heure de travaux de restauration de la chapelle du cimetière, des ouvriers mirent au jour une boîte de fer rouillé contenant le carnet intact, dont les pages révélaient la précision méthodique des lois, les dosages, les dates, les noms, et surtout les descriptions des yeux affolés de ces victimes figés dans leur corps. Les historiens qui lurent ce texte décidèrent de le classer immédiatement, jugeant qu'il s'agissait d'un document explosif, mais certains fragments circulèrent, donnant naissance à la légende du fossoyeur de Montreuil,
un spectre que les anciens évoquaient pour rappeler aux puissants que l'injustice pouvait engendrer des monstres. Et dans les années 1920, des journaux populaires reprirent l'affaire, exagérant, inventant des détails, présentant Éloi comme un bandit, un saint ou un diable selon les versions. Et bientôt son histoire dépassa les frontières de l'Anjou, devenant un récit de veillée, colporté dans les campagnes, transformé en ballade, où l'on chantait l'homme qui avait enterré vivants ceux qui avaient brûlé les siens. Et si l'Église condamna cette mémoire, si les autorités la nièrent, elle survécut malgré tout, car les traces matérielles restaient. Les cercueils de Montreuil ouverts en 1923 montraient les planches griffées de l'intérieur, confirmant que les morts avaient respiré encore. Et cette preuve glaça le sang des curieux, donnant à l'histoire une véracité indéniable. De génération en génération, le nom d'Éloi Karadec continua de hanter l'ouest de la France, à la fois avertissement et fascination. Rappel qu'un simple domestique, armé de science et de douleur, avait osé défier les plus puissants en leur infligeant la peur absolue de la terre qui se referme. Et même aujourd'hui, certains affirment sentir, les soirs de brouillard, près des tombes abandonnées de Montreuil, le souffle glacé de celui qui fut guérisseur, époux, père, puis fossoyeur de 9 notables, laissant derrière lui une leçon terrifiante. La justice qu'on ne refuse peut toujours revenir, plus lente, plus obscure, mais implacable, comme la terre qui s'ouvre et se referme sur les vivants.